À quand un statut pour la chefferie traditionnelle au Burkina? Réclamé depuis un certain temps, mais toujours en attente, l'institutionnalisation, la constitutionnalisation même de la chefferie traditionnelle revient au devant de la scène. L'association Racine a en effet remis le couvert récemment, alors que le renouvellement des instances de la Commission électorale nationale indépendante CENI a ramené la récurrente question de la participation des têtes couronnées à la vie politique dans l'arène des débats. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Quel rôle, quelle place pour les rois et chefs traditionnels au sein des institutions de l'État? Dans quelle mesure le pouvoir traditionnel d'essence monarchique peut-il cohabiter avec le pouvoir politique institutionnel moderne appelé à se renouveler à échéance régulière dans les urnes? À quand un statut clair et particulier pour la chefferie traditionnelle? Des questions au cœur des échanges de votre émission Périscope qui reçoit pour vous aujourd'hui Moumouni Zungrana. Il est maître de conférences en tradition orale, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et secrétaire chargé des relations avec les partis politiques au niveau de l'association Racine. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Périscope aujourd'hui, c'est également l'affaire de Wilfried Zoundi, le juriste, analyste politique. Il est aussi ancien député du Conseil national de transition, ancien vice-président de la Haute Cour de justice. Monsieur Zoundi a également été membre du Conseil national des organisations de la société civile et a siégé au sein de la Commission constitutionnelle ayant rédigé la loi fondamentale de la Ve République, non encore soumise à référendum. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 141e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter aujourd'hui. La question relative au statut à accorder à la chefferie traditionnelle et coutumière dans les institutions de la République ne date pas d'aujourd'hui. Un consensus est d'ailleurs dégagé en 2011 à la faveur des Assises nationales du Conseil consultatif sur les réformes politiques, CCRP, sur la reconnaissance de la chefferie traditionnelle et coutumière dans la Constitution, sans toutefois en faire une institution au regard de la forme républicaine de l'État. Alors tout d'abord, que veut-on exprimer en parlant de statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, M. Zongran? Alors, merci bien de me donner la parole pour me permettre encore une fois de plus de parler de notre culture et surtout les activités menées par l'association Racine. En rappel, il faut dire que l'association Racine, c'est une structure qui s'est donnée pour mission la conservation, la préservation et la promotion de la tradition. Et comme les chefs coutumiers sont les garants de cette culture et de cette tradition, naturellement, il faudrait qu'on arrive à les sécuriser, on arrive à les préserver de toute forme d'aliénation qui pourrait en tout cas entacher leur image et par ricochet entacher en tout cas l'image de notre tradition et la qualité authentique de notre tradition. L'association Racine, c'est un regroupement de chefs traditionnels, d'enseignants aussi, de chefs traditionnels de tous les groupes ethniques du Burkina Faso et de tous les 4 coins du Burkina Faso, mais aussi des chercheurs du CNRST, mais aussi des anciens chercheurs de toutes les universités publiques du Burkina Faso, mais aussi des doctorants et des étudiants en master. Et naturellement, si aujourd'hui il faut parler de la chefferie coutumière et de trouver un statut pour la chefferie coutumière, c'est pour les mettre à l'abri de ce que la politique pourrait amener comme souillure, comme, vous allez dire, situation de désagrément qui pourrait entacher l'image de la chefferie coutumière. Mais on y est déjà, non? Est-ce que les chefs coutumiers traditionnels, un certain nombre en tout cas, sont déjà dans la sphère politique? Naturellement, à leur corps défendant. Parce que si vous regardez les statistiques, il y a les CGD qui avaient mené des études dans la matière. Et si vous avez remarqué, 75% des chefs coutumiers ne voulaient pas faire de la politique. Et qui les force, qui les oblige à faire de la politique? Naturellement, si aujourd'hui vous regardez la politique de loin, naturellement, vous allez en souffrir. Parce que très rapidement, si un chef n'est pas affilié, n'a pas un leader sous l'ombre de qui il se positionne, naturellement, ce chef, on peut lui fabriquer un second chef. Ou bien, en tout cas, il ne pourra rien avoir pour sa communauté. Et je vous rappelle que le problème du statut de la chefferie coutumière date depuis 1953.
Et lorsque l'Union voltaïque a remporté les élections, le Naba Sara avait introduit un projet de loi pour demander à ce que, en tout cas, on travaille à avoir un statut pour les chefs coutumiers. Donc, il faut donc qu'on travaille à avoir un statut pour le chef naturellement, coutumier en tout cas, la chose s'impose. C'est cela dont on doit parler. Alors, Monsieur Zoundi, qu'est-ce qu'il faut mettre donc, à quoi on fait référence quand on dit qu'il faut un statut à la chefferie traditionnelle et coutumière? Quand on parle de statut, ça veut dire seulement que c'est un cadre juridique qui organise les attributions, les droits, les devoirs et l'ensemble des membres, les qualités pour être membre d'une structure quelconque qui va organiser le pouvoir traditionnel des chefs et des rois. Ça dépend des dénominations en ce qui concerne chaque localité. Étant entendu que n'est pas chef qui veut et que chef traditionnel ou chef coutumier, ça renvoie à un certain nombre de critères, à certaines normes. Tout à fait. Il faut dire que d'abord que lorsqu'on parle de chefferie coutumière ou traditionnelle, c'est par essence la dévolution monarchique du pouvoir parce que le pouvoir est dévolu en fonction de l'hérédité et du lien de sang. Entre guillemets, on dit le pouvoir est dans le sang. Contrairement à la République, là on dit que la chose est publique. Tout le monde peut participer à la gestion des affaires de l'État. Cela dit, il est important de préciser qu'en ce qui concerne le rôle de la chefferie traditionnelle et politique et coutumière, autant pour moi, dans la politique ne date pas d'aujourd'hui comme vous l'avez rappelé, mais la chefferie traditionnelle et coutumière est par essence politique. C'est important de le préciser. C'est une organisation, l'art de gérer les hommes, avec un organigramme, l'ensemble des ministres qui pullulent autour du chef. Cependant, ce dont on essaie de dénier au chef, ou on essaie de contester au chef, c'est ce qu'on appelle la politique politicienne. L'art de faire de la politique et de se complaire dans les intrigues. Sinon, la chefferie traditionnelle est par essence politique, et vous l'avez rappelé. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que depuis même les indépendances, jusqu'à Moïse Amiro. Ce qu'il a dit depuis 1953. Tout à fait. 53, les indépendances avec Moïse Amiro, dont la cohabitation était un peu difficile avec les chefs traditionnels. On se rappelle bien sûr de l'incident avec le Naba Kougouri, et qui a mené, bien sûr, le président Amiro à prendre en temps 2 décrets. Des décrets, bien sûr, qui ont supprimé les émoluments des chefs traditionnels. Oui. Et les décrets également qui, pire encore, qui disaient que les chefs traditionnels n'allaient pas être nommés par le Mourou Naba, mais élu par suffrage universel. C'était carrément contradiction totale. En contradiction totale avec l'essence même de la doctrine même de la chefferie traditionnelle et coutumière. Encore sous la Révolution, le président Sankara a eu maille à partir, malheureusement, avec la chefferie traditionnelle, qu'on considérait un peu comme des pouvoirs rétrogrades et féodaux. Mais, de par la suite, avec l'ouverture démocratique en 1991, sous la première législature, pour la première fois, nous avons eu 6 chefs traditionnels qui étaient à l'Assemblée nationale. Et en 1997, cela a doublé. 12 chefs traditionnels. Et de plus en plus, nous avons des chefs traditionnels non seulement dans les conseils communaux, dans les conseils régionaux et à l'Assemblée nationale. De nos jours, on est obligé de faire avec les chefs politiques parce que notre loi fondamentale... Avec les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, autant pour moi, parce que notre constitution, si ce n'est pas en 2012, avec la modification constitutionnelle, qui a reconnu la chefferie traditionnelle dans un alinéa du préambule, mais très laconique, qui dit que les chefs coutumiers et traditionnels sont reconnus comme détenteurs de pouvoir traditionnel et coutumier. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, de ce point de vue, l'article 12 de la Constitution les reconnaît comme citoyens. On dit que tous les citoyens peuvent être électeurs, éligibles dans les conditions prévues par la loi. Donc, on devrait les laisser aller être électeurs et éligibles. Tant qu'il y a un vide juridique, rien ne les empêche. C'est pourquoi il faut, de mon point de vue, il faut organiser un cadre juridique en l'instar de certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme au Ghana, mais je préfère la Côte d'Ivoire où c'est très bien organisé. On va en arriver au cadre de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, mais justement l'association Racine qui s'est réunie en Assemblée générale extraordinaire le 18 juillet dernier estime ainsi, je cite, qu'il faut sortir la chefferie traditionnelle et coutumière du champ de la politique partisane et politicienne. Fin de citation. À cet effet, je vous propose de suivre le compte-rendu de cette Assemblée générale dans ce reportage de mon confrère Doumadié Rodrigue de la rédaction de Burkina Info. Il faut doter la chefferie traditionnelle du Burkina d'un statut particulier. C'est la position des Racines, une association de chefs coutumiers et traditionnels des différentes localités du pays. Une proposition qui intervient dans un contexte de crise au niveau de la composition du bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'où la candidature du représentant de la chefferie coutumière est contestée par l'opposition politique burkinabé.
Je vais être direct et honnête avec vous. L'association Racine souhaiterait que la chefferie coutumière et traditionnelle, pour mieux apporter sa contribution à une cohésion sociale, à un mieux vivre ensemble, soit dotée d'un statut qui la sorte du champ de la politique partisane et politicienne. Ça, c'est un objectif qui est clairement affiché par l'association Racine. De sorte que ces genres d'événements ne puissent pas se produire à l'avenir. C'est ce que nous pouvons dire. En clair, l'association Racine n'est pas contre le fait que les chefs coutumiers et traditionnels fassent la politique. Mieux, elle souhaite un quota qui permettrait à ces chefs coutumiers de faire de la politique sans forcément appartenir à un parti politique. Nous voulons que les chefs fassent de la politique, mais de la politique citoyenne. Et donc, de ce point de vue, il ne serait pas surprenant de notre part de voir un chef conseiller municipal ou même député, mais pas en tant que député ou conseiller municipal d'un parti politique. Mais qu'on crée par exemple des quotas permettant à une chefferie, permettant à une royauté d'avoir une représentation au Parlement ou aux municipalités, sans que pour autant l'individu soit obligé de courir derrière la bannière d'un parti politique. En ce moment-là, il sera un unificateur de sa communauté et non pas un diviseur. Cette rencontre statutaire de l'association Racine a permis de procéder à la relecture de ces textes. La création de postes de vice-président, de secrétaires adjoints et secrétaires chargés des relations avec les partis politiques sont les innovations majeures de cette Assemblée générale qui a vu la reconduction de l'actuel président. Il faut, a ainsi dit donc Naba Baoongo de Gourcy, par ailleurs président de l'association Racine, que la chefferie traditionnelle et coutumière soit dotée d'un statut qui la sorte du champ de la politique partisane et politicienne. Est-ce vraiment l'avis de tous, Mouni Zungrana? Naturellement, parce que le chef, par essence, doit être neutre. Parce que c'est quelqu'un qui doit rassembler autour de lui toute la population, sans distinction de couleur politique. Maintenant, lorsque le chef prend position dans l'arène politique, naturellement, il perd sa neutralité et naturellement, il ne peut plus être ce rassembleur-là. Oui, mais en même temps, lorsqu'on décide, par exemple, ainsi que le suggère Albert Ouedraogo de Racine, d'octroyer des quotas pour que les chefs traditionnels puissent être présents, n'est-ce pas aussi une manière finalement de les laisser faire cette politique politicienne? Non, justement, parce que si vous regardez l'histoire politique de ce pays, les Burkinabés semblent un peu amnésiques et sinon ils sont un peu tombés peut-être dans l'ingratitude. Parce que si la chefferie coutumière peut-être n'avait pas existé, et si on avait décagnoté la chefferie coutumière comme certains l'auraient voulu, peut-être la Haute-Volta n'allait pas exister, le Burkina n'allait pas exister. Et je le dis très bien parce que, et si vous avez remarqué, quand on a supprimé la Haute-Volta en 1932, c'est la chefferie coutumière, et sous la bannière de Nabakom, en 1941, qui a créé ce qu'on appelle l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta. Et à l'époque, les autres partis, il n'y avait même pas de parti politique puisque le RDA a été créé en 1946, mais le RDA même en son temps était contre l'unification. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, si vous voulez vous référer aux livres historiques, notamment l'histoire générale de l'Afrique de Kizerbo. Si vous regardez, si je me rappelle, c'est autour de la page 507, c'est bien clair. Et il a fallu que la chefferie coutumière, autour de cette structure-là, travaille pour qu'on puisse retrouver, en tout cas, le Burkina Faso puisse être reconstitué. Et nos rapports, les rapports des coutumiers avec la politique, n'ont jamais été des rapports apaisés. C'était une hostilité et par moments même une certaine animosité. Mon frère ami vient de le dire. Et moi, je donne les dates. En 1962, Maurice Ambego, son premier décret, c'est faire quoi? Son premier décret, c'est supprimer tous les attributs, les symboles qui peuvent montrer que X doit être le chef ou il ne doit pas l'être. Il n'a pas terminé. En 1963, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les cantons. C'est-à-dire que quand un chef de canton meurt, il n'est pas remplacé. En 1964, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que tout chef, toute personne, tout citoyen burkinabé peut être chef. Donc on est électeur et on est éligible. Et en 1965, il supprime les émoluments des chefs. Et il a fallu qu'en 1966, il s'en aille
et tout le monde sait comment il est parti, pour que la chefferie puisse retrouver un peu... Un certain équilibre. Et là, ce n'est pas fini. Même tous les pouvoirs qui sont succédés, dans le fond, ils n'ont pas été tendres avec la chefferie. Oui, mais justement, est-ce que cela veut dire que d'une certaine manière... C'est pourquoi j'en viens. Et maintenant, la 4e République avec Blaise Compaoré, les gens ont peut-être dit que oui, ils ont été favorables avec les coutumiers, mais non. Quand on prend la décentralisation intégrale, où vous mettez la place du chef? Imaginez par exemple un conseil municipal où, et quand on parle des chefs là, il ne faut pas voir seulement les chefs politiques, il faut voir les chefs coutumiers, les chefs religieux, les chefs culturels. Un chef de terre par exemple, qui se trouve dans un conseil municipal, qui a un rapport de respect et d'adoration de la terre, qui sait qu'il ne va jamais vendre un morceau de la terre pour quoi que ce soit. Si ce monsieur-là trône par exemple au conseil municipal, est-ce qu'il ne peut pas être utile? Il va être utile pour garantir la pérennité. Naturellement. Ouais, c'est pour cette raison qu'il faut contacter. Justement, est-ce que cela veut dire qu'au fil des régimes, on a redouté un peu le pouvoir de ces chefs traditionnels et coutumiers, au point de leur mettre des bâtons dans les roues pour les écarter de la vie politique? Oui, au départ, oui. Mais il a bien précisé, les chefs traditionnels ont joué un rôle très fondamental pour les indépendances avec le Nabako en 1957 déjà. Et aussi pour la réunification. Mais après cela, la transition était très difficile. Parce qu'on redoutait un peu le pouvoir traditionnel. Pourquoi? Parce que le pouvoir constitutionnel démocratique de Maurice Amiro craignait la concurrence du pouvoir coutumier et traditionnel. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le décailloter. Et ce ne sont pas les seules mesures qui ont pris. Il y a une mesure qui a été prise, par exemple, un peu UBS, pour dire, par exemple, que le drapeau national ne doit plus flotter dans la cour impériale de Moro-Naba. Ou, par exemple, lorsque son véhicule circule, il n'a plus le droit de faire flotter le drapeau sur son véhicule. Tout cela, c'était pour diminuer. Il ne doit pas utiliser les attributs de la République. Parce que, tout simplement, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il veut juste montrer que c'est le pouvoir politique et démocratique qui est le seul commandant à bord de la République Faso. Mais cela a continué avec la démocratie. Mais plus tard, avec l'ouverture démocratique, on a commencé à redorer autant pour moi le blason des chefs traditionnels. Mais tenez-vous bien, le décret qui a supprimé les émoluments des chefs traditionnels a toujours été appliqué parce que jusqu'à présent, les chefs traditionnels n'ont pas une dotation qui les permet de... Donc il y a une frustration quelque part. Mais cependant, le décret a pour dire que non, les chefs traditionnels doivent être élus par suffrage universel. Et cela est tombé en désuétude parce que les chefs ne sont pas élus par suffrage universel et ne seront jamais élus par suffrage universel. Mais cela dit, revenons un peu sur les facteurs qui amènent un peu les chefs à faire de la politique. Oui, rapidement. D'abord, il y a la nécessité de consolider les pouvoirs. Parce qu'il y a le pouvoir traditionnel, mais également, il y a le pouvoir politique, qui est important. Et pour ce faire, je me rappelle d'une phrase que le Kupendieli a dit en 2007 dans l'observateur par le Kupendieli, ça c'est le roi de Fadang Gourmand. Je laisserai par devers moi. Du Gourmand, c'est ça? Oui. Il a dit ceci. Dans l'observateur du 31 mai 2007, c'est pourquoi je suis entré en politique. C'est pour relever un défi que je suis entré en politique. J'ai constaté que certains hommes politiques de la région contestent mon autorité. Il y a quelques années, j'ai nommé un chef, celui de Dia Pangou, et cela n'a pas plu à certains hommes politiques. Un mois après, le CDP a mandaté Justin Thieba Tombiano pour venir nommer un autre chef à Dia Pangou. La volonté de me combattre était évidente et j'en ai pris acte. Donc, entrer en politique était comme un moyen que je fais une carapace de protection. Donc, il y avait aussi ces rivalités entre les deux pouvoirs, en quelque sorte. Et le pouvoir politique a toujours voulu montrer qu'il doit être prééminent et prédominant. Et c'est pourquoi je pense que dans la République, il faut reconnaître que les chefs ont une place prépondérante. Et d'ailleurs, quand il y a une crise politique majeure, la cour du Moro-Naba abonde du monde, on va là-bas pour trouver des solutions. C'est pour dire que la chefferie traditionnelle et coutumière est importante. Donc, donnons-lui la place qui est la leur au sein de la République. Une place respectable et n'en laissons pas entrer dans la boucle de la politique qui n'est pas très honorable souvent. Oui, mais tout de même, il faut dire que le consensus n'avait pas été fait sur la pertinence de l'engagement politique des chefs coutumiers et traditionnels lors des assises nationales du CCRP, Conseil consultatif sur les réformes politiques. En effet, le rapport de ces assises, tenu en 2011, indique notamment que, je cite, « Pour certains acteurs, l'engagement politique des chefs coutumiers et traditionnels pourrait contribuer à la détérioration de leur statut social. D'autres, par contre, estiment que les chefs coutumiers et traditionnels sont des citoyens à part entière et que l'on ne peut par conséquent pas leur dénier le droit d'être éligibles et électeurs. » Fin de citation. Je reste avec vous puisque vous avez également évoqué ou étudié cette question-là, abordé ce sujet-là
au cours des consultations ayant accouché la constitution de la Ve République, qui n'est toujours pas née, est-ce que vous avez buté sur la même situation en termes de consensus dans le cadre de la rédaction de cette constitution? Tout à fait. La montagne a accouché d'une souris sur ce point. Parce que même avant l'entame des débats, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un statut pour les chefs traditionnels et coutumiers. Mais avant l'entame des débats ce jour, retenez qu'au sein de la commission constitutionnelle, on était 92. Et dans les 92, il y avait 6 chefs coutumiers et traditionnels. Il y en avait 6. 6 chefs coutumiers et traditionnels. Et lorsqu'il était question de débattre sur la question du statut des chefs coutumiers et traditionnels, le représentant des chefs coutumiers et traditionnels a pris la parole et a dit qu'au nom de ses pairs, ils optent pour le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire qu'on reste dans le flou, en quelque sorte. Pas dans le flou, mais l'article 5 de notre Constitution dit quoi? Tout ce qui n'est pas interdit par la loi l'autorise. Est permis. Donc, s'il n'y a pas de cadre juridique qui donne des droits et des devoirs, et quand vous revenez au cadre juridique, vous allez voir que dans certains pays, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Ghana, au Niger, par exemple, il est interdit aux chefs traditionnels de faire de la campagne politique, faute de quoi ils peuvent être destitués ou subir des sanctions pénales. En Côte d'Ivoire, il les a interdits. J'ai la loi ici. Bien sûr. De 2014, qui les a interdits également de faire de la politique, faute de quoi également, ils peuvent également subir des sanctions. Mais s'il n'y a pas de sanctions, donc les ventes sont ouvertes. Ça dit que tant qu'il n'y a pas ce cadre juridique, normatif, légal, constitutionnel, on ne peut pas les assigner à des obligations. Or, ce qui est important, le chef traditionnel n'est pas un citoyen comme les autres. Rappelez-vous que lorsque le chef traditionnel donne des consignes de vote, il y a eu un procès en 1997 devant le tribunal correctionnel de Kaya. Oui. Et il y a un bâtonnier, le bâtonnier Mamadou Savon, qui a écrit là-dessus, que les ancêtres s'invitent à la politique. Où le Naba Kango, à son temps, et son ministre a été astreint devant le tribunal correctionnel pour atteindre la liberté de vote et du droit de vote. Parce qu'il aurait dit à ce sujet, s'ils ne votaient pas, mais les TNC, les fétiches allaient s'occuper d'eux. Ça fait l'objet d'un procès. Et Maître Sankara même était l'avocat. Ils ont plaidé pour l'infraction impossible. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de charlatanisme, de sorcellerie, il n'y a pas d'infraction. C'est pourquoi, au vu de tout cela, on sait que le chef traditionnel, il est un citoyen. Mais alors, donc, le chef traditionnel n'est pas un citoyen comme les autres. Alors, pourquoi on veut le faire passer pour un citoyen comme les autres et donc pour qu'il soit différent au niveau de l'arène politique? En fait, ce qui est intéressant au Burkina, et il faut le remarquer, depuis un certain temps, les Burkinabés se comportent comme le passionné du philosophe, quoi, qui déraisonne, qui tire une conclusion, qui prend position avant de chercher les raisons pour lesquelles j'ai pris cette position pour défendre la position. Ou plutôt que d'avoir les raisons. Naturellement, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est faire une clarification des valeurs, se poser des questions, tirer des conclusions avant de prendre position. Mais au Burkina, aujourd'hui, tout le monde, une idée qu'on lance, on dit non, et on cherche maintenant la raison pour laquelle. Imaginez par exemple si les chefs, aujourd'hui, on arrivait à légiférer sur cette institution. Il ne faut pas, nous, quand on parle du statut des coutumiers, on n'a pas dit de répartir à l'époque des royaumes. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est que la République reconnaît cette institution qui est reconnue de fait par les citoyens, oui, et que la République essaie de voir comment on peut tirer profit, en tout cas de ces personnes de ressources-là, pour développer le pays. Regardez, quand vous posez la question à un Burkinabé, aujourd'hui, si sa situation, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais les gens ont tendance à regretter leur passé. Pourquoi? Malgré les belles voitures, malgré les yeux, malgré en tout cas les fonds qu'ils ont dans les poches, ils ont tendance à dire, ah, mais c'est la belle époque. Pourquoi? Parce que les gens se sont développés, mais ils ne se sont pas réconciliés avec leur être. Ils ne se sont pas enracinés sur leur culture. Mais imaginez par exemple que ces chefs-là, on leur donne des attributions. Par exemple, dans les villages, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent accomplir sans que la justice moderne ne mette la main dedans. Par exemple, les rapes de femmes, ils peuvent légiférer là-dessus. Par exemple, les problèmes contre l'excision, ils peuvent en parler. Les problèmes contre, par exemple, les conflits terriens, ils peuvent légiférer. On n'a pas dit de les payer pour qu'ils s'asseyent et puis être des monarques. Non, ce n'est pas comme ça. On a dit de reconnaître que c'est une institution. Et une institution, tant qu'on ne légifère pas là-dessus, en tout cas, on va se trouver à un moment où on va naviguer à vue. Regardez par exemple ce qui se passe en ce moment à Fada, lorsqu'il y a une situation de DHF qui s'est présentée. Pourquoi l'administration a les mains et les pieds liés? Parce qu'il n'y a pas eu de statut. Naturellement, parce que tout simplement, lui, il a bien dit, dans notre constitution, qu'est-ce qu'on a dit de la chevalerie? Nulle part ailleurs, je pense que c'est à l'article 80, on a effleuré, on a parlé d'autorité coutumière. Et dans le préambule, comme il a dit,
Sur les 173 articles, on n'a même pas parlé de la chefferie Oui, coutumière. vous faites si bien d'évoquer cela parce que tout le monde est d'accord en ce qui les concerne. juristes. Laissez-moi expliciter pour le téléspectateur, tout le monde est d'accord sur la reconnaissance officielle de la chefferie dans la Constitution. On retrouve cette expression, l'expression de cette affirmation-là dans le préambule de la loi constitutionnelle. C'est la loi numéro 072-2015/CNT portant révision de la Constitution du Burkina Faso qui reconnaît, je cite, la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu'autorité morale, dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société. Donc ça, c'est reconnu par le préambule, mais en réalité, voilà, dans le fond, il n'y a pas qui devrait encadrer, accompagner. Si on pousse la réflexion, dans le fond, ça ne veut rien dire. Comme il a dit, moi je ne suis pas juriste, moi je suis littéraire. Lui, il a dit, c'est un homme de droit. Il a dit, pourquoi en ce moment, on ne peut pas légiférer, par exemple, sur la citation, par exemple, à Fada? Parce que tout simplement, le législateur, le juriste, c'est ce que le législateur aurait décidé avec la bénédiction de l'exécutif qui, lui, il fait appliquer. Et si rien n'a été décidé, il va appliquer quoi? Ben alors justement, qui va décider? Il faut dire qu'en 2011, les Assises nationales du Conseil consultatif sur les réformes politiques avaient proposé que le statut des chefs coutumiers traditionnels soit élaboré par eux-mêmes et porté par l'autorité de tutelle pour adoption. Est-ce qu'on doit dire que la balle est dans le camp des chefs coutumiers pour élaborer donc le contenu de ce statut? Oui, naturellement, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous vous rappelez que récemment, au sein de la Commission constitutionnelle, les débats n'ont pas produit des fruits parce que tout simplement parce que les chefs traditionnels... Ils veulent garder le statu quo. Ils ont préféré le statu quo. Donc ils ne veulent pas aller à ce statut, c'est ce que ça veut dire? Oui, mais peut-être que la donne a changé, je n'en sais rien. Non, sinon, je réponds. Oui. Laissez-le terminer et puis vous revenez. Oui. Que la donne a changé. Sinon, déjà même au sein de la Commission constitutionnelle, au sein de la sous-commission aux réformes institutionnelles dont je faisais partie, nous avons réfléchi sur le fait, par exemple, s'il fallait introduire ou pas au sein de notre République ce qu'on appelle le Haut Conseil des sages, qui avait été proposé par le projet de constitution de la transition, qui a été également reversé au sein de la Commission constitutionnelle comme document de travail. Et nous avons dit que oui, c'était important qu'il y ait un Haut Conseil des sages, mais est-ce qu'il fallait rapidement l'intégrer dans la Constitution? D'autant plus que déjà, nous n'avons pas une doctrine de la chefferie traditionnelle et coutumière homogène dans l'ensemble du territoire, parce que la notion de la chefferie traditionnelle et coutumière, ce n'est pas la même doctrine dans l'Est, au centre comme à l'Ouest, dans les sociétés acéphales. Donc, de ce point de vue, nous avons laissé cette question à l'État. Mais c'est important que nous discutions, enfin, de trouver une solution. Mais si les chefs traditionnels eux-mêmes veulent faire une proposition de loi dans ce sens, il serait très bien. Il a pris l'exemple, par exemple, de FADA. S'il y avait, par exemple, une institution qui organisait les chefs traditionnels, comme en Côte d'Ivoire, où c'est les chefs traditionnels eux-mêmes qui gèrent les questions des conflits de chefferie traditionnelle et qui accompagnent également les autorités publiques dans le cadre des politiques publiques, qui ont également un budget qui est émargé au budget de l'État et qui les permet également de fonctionner. En ce moment, on aurait pu régler cette situation de façon correcte. Tout à fait. Alors oui, vous vouliez réagir. Le problème qui est là, c'est quoi? Et comme on a l'habitude de dire, et lorsque vous prenez le risque de vous coiffer dans la nuit noire, il ne faut pas te plaindre de ne pas traiter avec tes oreilles. C'est ça le fond du problème. Lorsque vous avez un interlocuteur qui ne vous dit pas le fond de sa pensée, et à chaque fois c'est des crocs en jambes, il faut être prudent. Lorsque vous retrouvez des gens, les références c'est le livre ou de Mao Tse-tung, ou bien c'est la lutte des classes qui est le livre des cheveux, qui pensent que la monarchie ou bien qui pensent que la chefferie coutumière, bon, il faut forcément la décognoter à tout prix, il faut être prudent. Le statut mais on a dépassé cette étape maintenant, non, et pourtant, les gens le disent dans la bouche, mais dans les faits, regardez la communication intégrale. Quand vous arrivez dans un village, le chef représente quoi? C'est le CVD qui parle. C'est le conseil municipal qui parle. Si c'est que le professeur Albert Roux a proposé, si par exemple, on avait fait de telle sorte que le chef se retrouvait dans ce conseil municipal, il ne milite pas dans un parti pour. Il n'intervient même pas pour donner sa caution et voter pour dire moi j'ai fait ça ou bien je suis pour ou contre. Non, il est là parce que tout simplement c'est le représentant de la population. Donc, il va y venir parce qu'il y aura eu des quotas et donc on va réserver certains sièges. Et si vous remarquez par exemple, dans ces conditions-là, et les chefs coutumiers, ils peuvent être utiles. Mais on les réunit, on propose des textes sans préalable.
Lorsque au CCRP, comme il a dit, on veut travailler à avoir un statut, pour nous, ce n'est pas de cette manière. Il faut une réflexion profonde. La réflexion, c'est dire qu'en amont, il faudrait qu'on essaie de réfléchir pour voir quels sont les types de chefs d'abord qu'on a. Et oui, quand nous parlons de ce chefs... travail-là doit être fait Mais par qui? non, c'est travail... Non, pas les chefs. Non. Puisque ici, il ne s'agit pas... Le statut n'est pas l'affaire des chefs uniquement. Il y a les juristes qui doivent être impliqués, il y a les entrepreneurs qui doivent être impliqués, les chefs eux-mêmes doivent être impliqués. Et en ce moment, on fait des études claires dans le dossier pour savoir quels sont les types de chefferies qui existent. Et quand nous parlons des chefs, il ne faut pas voir seulement les chefs politiques, c'est-à-dire les chefs culturels. C'est eux-là qui ont été élus pour diriger un territoire et gérer des hommes. Oui. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas été élus par des hommes. C'est des hommes, c'est des gens qui sont arrivés parce que soit ils ont fait, c'est par le biais de leur âge, ou bien c'est des chefs spirituels. Oui. Par exemple, quand vous prenez les chefs de terre, vous prenez les chefs de masse par exemple, ou vous prenez par exemple les chefs des forgerons. Ce n'est pas des gens qui gèrent des territoires. Mais tout ça là, c'est des types de chefferies. Donc il faut travailler en amont avec des recherches claires et nettes pour pouvoir trouver comment en tout cas la situation est faite et répartir avec cette première monture d'abord, présenter aux intéressés pour qu'ils puissent réfléchir là-dessus et donner leur mais il faut associer les intéressés à ce travail. Il faut les associer. Donc il va falloir trouver un cadre de réflexion tout à fait. Multidisciplinaire et consensuel pour arriver je vais donner, si vous permettez, donner un seul exemple. Il faut qu'on avance pour parler des expériences. Par exemple. À Fada, par exemple, il y a le professeur, c'est un historien qui avait tenté de rédiger quelque chose par rapport à la succession qui s'est passée, qui doit se faire à Fada. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné tout de suite? Parce que tout simplement, ce n'est pas un document qui a été fait officiellement. Et si, par exemple, on avait légiféré là-dessus, et les gens même ont donné leur caution, et ensuite maintenant, le législateur prend ça, le jour qu'il y aurait des difficultés, on se réfère à ce papier, et ensuite, mais si vous laissez la chèvrerie naviguer à vue comme ça, le pays là va prendre feu un jour. Voilà, donc c'est clair, il faut travailler de concert pour arriver à ce statut, mais il faut noter tout de même que l'opinion nationale est majoritairement contre les postures partisanes des chefs coutumiers et traditionnels. En effet, selon les résultats d'une enquête Afrobaromètre publiée en 2014 par le Centre pour la gouvernance démocratique, 61% des Burkinabés, soit 3 enquêtés sur 10, considèrent que, je cite, les chefs coutumiers devraient rester non partisans et ne pas se présenter aux élections sous l'étiquette d'un parti politique. Fin de citation. Le CGD constate d'ailleurs, nouveau dixit, bien que les chefs coutumiers soient des citoyens comme les autres, vous avez dit que non, leur militantisme au sein des partis politiques et leur participation aux compétitions électorales suscitent des réserves en raison de la prégnance de leur légitimité traditionnelle, de la persistance des pesanteurs sociologiques qui conduisent évidemment bon nombre de sujets à obéir fidèlement à leurs consignes de vote. Parce qu'en effet, même s'il n'est pas dans un parti politique et même s'il ne s'affiche pas en tant que tel, il suffit qu'il donne certains signaux, même s'il ne donne pas des instructions fermes, pour que tout le monde le suive. Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui pose problème? Et le fait de dire aujourd'hui, oui, il peut faire la politique, mais on leur réserve plutôt des quotas, donc ils ne vont pas participer aux compétitions électorales. Comment cela pourrait se faire, Wilfried Zondi? Déjà, moi je suis d'accord avec l'analyse que vous avez faite, qui est l'analyse également du CGD. Ce n'est pas mon analyse, c'est le CGD qui a fait une enquête en 2014. C'est une enquête Afrobaromètre. Et il est parti donc des conclusions des assises nationales du CCRP et donc a posé ces questions-là et c'est ce qui en est ressorti. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous parce que lorsqu'un chef traditionnel est sur le starting block avec un citoyen lambda pour conquérir le pouvoir d'État, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a déjà une violation du principe de l'égalité entre les citoyens, entre les candidats. Parce que le chef traditionnel, il ne peut même pas battre campagne. C'est ça. Et même s'il va le battre, il ne va pas battre campagne avec le même dévouement qu'un candidat lambda qui voudra le concurrencer. Et il n'y a pas match comme on le dit. De ce fait, également, lorsqu'un chef traditionnel également... Il va faire sa campagne par délégation. Même pas délégation. D'autres personnes vont faire la campagne en son nom, par exemple. Il peut même donner des consignes de vote. C'est ça, exactement. Comme on a un dévouement très profond pour le sacré, on va respecter les instructions du chef. Cela dit, même en ce qui concerne le problème, par ricochet qu'on a actuellement avec la désignation des membres
à la Commission électorale nationale indépendante, à la CENI, c'est parce que le CEFOP accuse le représentant des autorités coutumières et traditionnelles comme avoir eu des mandats électifs, avoir fait de la politique partisane. D'avoir été impliqué de façon active dans la dernière campagne électorale notamment. Tout à fait, ce que la loi n'était pas. Du point de vue du droit positif, il n'y a pas de problème. Même si on estime que le chef traditionnel doit être impartial, doit être neutre au-delà de la mêlée politique. De ce point de vue, pour moi, si on fait le droit comparé, par exemple, avec ce qui se passe, par exemple, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, qui en 2014 a fait un statut très clair. Oui. Des statuts qui disent, par exemple, qu'à l'article 6, les rois et chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Article 7, la qualité de chef traditionnel et de roi est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif. C'est ça. De ce point de vue, nous avons des candidats qui sont partants pour les élections, pour être députés, conseillers municipaux, mais avec le respect du principe d'égalité. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'influence positive en faveur de qui que ce soit. Oui. Au Niger, par exemple, au Niger, l'article 63 dit, par exemple, qu'il est interdit au sultan, au chef de province, au chef de canton ou de groupement, au chef de village ou de tribu, au chef de quartier, d'influer sur le choix de l'électeur et de prendre part, sous quelque forme que ce soit, à la campagne électorale. Oui, justement, vous avez parlé du Niger. Oui. Il y a le Ghana aussi, par exemple, où la Constitution oblige les chefs traditionnels désireux de s'engager dans la politique à renoncer au pouvoir traditionnel. La Côte d'Ivoire, parlons-en. Il existe, en effet, en Côte d'Ivoire, une Chambre nationale des rois et chefs traditionnels depuis 2014, dont les prérogatives ont été renforcées par les dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016. Ainsi, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui sont chargés de la valorisation des us et coutumes et de la promotion des idéaux de paix, s'émancipent de l'arrêté colonial de 1934, qui les réduisait jusque-là à de simples gardiens de la tradition, et jouissent désormais, donc depuis la dernière constitution de la Troisième République en Côte d'Ivoire, ils jouissent d'un statut officiel, d'un rang protocolaire lors des cérémonies publiques ou encore de la protection de l'État. Est-ce que c'est vers cela qu'il faudrait aller au Burkina? En fait, pour le statut des chefs coutumiers que nous défendons, et nous c'est pas à nous de rédiger, de mettre le contenu. Mais vous pouvez donner nous voulons seulement lancer l'alerte pour que les gens comprennent que c'est une nécessité. Depuis 1992, le Ghana avait déjà codifié son affaire. En 1977, déjà, le Cameroun avait déjà codifié son affaire. Ouais. C'est en 2011, à côté, que le Niger a codifié son affaire. Et en 2014, la Côte d'Ivoire. Alors que quand 2014, on se réfère... puis 2016, voilà, avec la nouvelle constitution. Alors que si on se réfère à l'histoire, nos coutumiers, je ne peux pas dire qu'ils étaient plus utiles à notre nation plus que les autres chefs, mais nos coutumiers ont joué un rôle capital dans l'histoire politique de ces pays-là. Et 2015, à côté, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Imaginez par exemple si le Moro Naba avait une carte politique en son temps. Qu'est-ce qui allait se passer? Ouais. C'était le dernier recours, le dernier rempart. Mais juste après, lorsque la politique a repris ses droits, les mêmes rouges vifs ont commencé encore à tirer à boulet rouge sur les chefs traditionnels et en voulant les écraser. Pour nous, ça va aller de soi. Il faut résoudre le problème pendant qu'il est temps. Regardez par exemple dans les différentes communes où il y a eu une compétition féroce et après les élections municipales, il y a eu mort d'hommes. Si vous regardez, en toile de fond, il y a un problème de chefferie à l'intérieur. Vous prenez par exemple la commune de Sapsé, il y a un problème de chefferie. Vous prenez par exemple la commune de Zouara, il y a un problème de chefferie. Vous prenez par exemple à Banford, il y a un problème de chefferie. Donc tout le monde sait désormais... Tous ces problèmes devraient être réglés dans un cadre... Tout le monde sait désormais que c'est lui qui contrôle, en tout cas la mairie, ou qui contrôle en tout cas le pouvoir politique, contrôle le territoire. Par conséquent, les chefs, si vous les laissez comme ça, naturellement, ils vont aller à la politique. Et là, s'ils partent à la politique, ce qui est malheureux pour nous, c'est que la tradition va aller de manière dégressive, c'est vrai. Et mieux, les valeurs que ces chefs-là incarnent, ils vont les perdre. C'est pourquoi nous, on veut qu'ils restent neutres, pour que tout ne doit pas être politique. C'est comme l'armée ne doit pas être politique, la chefferie coutumière ne doit pas être politique, l'administration ne doit pas être politique, la science ne doit pas être politique, l'école ne doit pas être politique. Si vous mettez tout dans la politique, tout dépolitiser. Voilà, si vous mettez tout dans la politique, vous allez arriver à un endroit où, en tout cas, c'est le blocage. C'est ça qui est dangereux. Il faut tout dépolitiser. Wilfried Zoundi, il faut un rang protocolaire lors des cérémonies publiques pour les chefs.
un statut officiel. Donc, comment vous voyez ça? Rapidement, hein, oui, en 2 mots. Il faut un statut. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de statut, on ne peut pas les astreindre à des obligations. De ce fait également, autant dans certaines fonctions très importantes au sein de notre République, et en fonction également du jour qu'il y aura également dans la cohésion sociale, il ne peut pas faire de la politique, telle que par exemple les militaires. Et la loi les interdit de faire de la politique. C'est ça. Les magistrats, la loi les interdit de faire de la politique. Donc, si on vote un statut pour les chefs coutumiers, il faut, à l'instar des autres pays également, les interdire de faire de la politique partisane, pour essayer neutre, pour essayer le dernier rempart, comme vous l'avez dit, au cas où la République serait en danger. Merci. Pour qu'ils puissent quand même pouvoir trancher dans l'intérêt supérieur de la nation. En tout cas, les exemples sont légion. On a parlé du Ghana, du Niger, on a parlé de la Côte d'Ivoire. On peut aussi, du Cameroun, on peut aussi évoquer le cas du Bénin. Le cas du Bénin où un forum s'est tenu en 2008 sur la question, je ne parle pas de ce qui s'était passé bien avant, sur la question du statut des chefferies traditionnelles. Les recommandations issues de ce forum ont à nouveau été examinées en décembre 2020, donc dernièrement, dans la perspective de l'élaboration des textes et lois régissant les chefferies traditionnelles pour justement évoluer vers un statut au Bénin. De fait, la question du statut de la chefferie coutumière et traditionnelle dépasse même le cadre de nos nations. En août 2012, des rois et chefs traditionnels d'Afrique se sont retrouvés dans la ville béninoise de Savalou, située à quelques 250 km au nord de Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour demander notamment un statut juridique et spécifiquement le vote par l'Union africaine d'une convention sur le rôle et la place des rois et chefs traditionnels au sein des institutions de l'État. Vous êtes juriste, alors est-ce que cette question devrait être prise en compte par l'Union africaine? De mon point de vue, oui. Parce qu'on parle de l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'Afrique, les colons, d'abord, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont d'abord traité avec les autorités coutumières et traditionnelles, qui étaient chargées d'abord de collecter ce qu'on appelle l'impôt de capitation. Ici, au Burkina, on l'appelait Nyoriordé, oui. À savoir, ou bien le prix du nez, littéralement. Ah oui. Parce que c'était incontournable. Et du fait de les places prépondérantes, incontournables, soit dans l'administration autochtone africaine, soit même dans l'évolution plus tard, leur rôle également dans la société, du point de vue de leur valeur morale, il faut que l'Union africaine prenne en compte cette situation et adopte une convention qui sera soumise à l'adoption de tous les États. C'est encore plus simple, ratification de tous les États. Après ratification maintenant, on peut prendre maintenant des lois au niveau interne maintenant pour appliquer ces conventions internationales. De ce point de vue, c'est pertinent. Partir du haut pour descendre au niveau des nations ou partir des nations déjà pour arriver à faire un travail de fond sur cette question pour que finalement en fait, le problème, ces chefs d'État soient reconnus aussi au niveau... Le problème qui est là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et lorsque la chefferie était réellement en difficulté avec les nouveaux maîtres, c'est-à-dire que juste après juste avant juste les premières ères des indépendances, lorsque la chefferie était en difficulté, et si vous vous rappelez, en 1956, au Sénégal, toute la sous-région, tous les coutumiers de la sous-région sont regroupés pour créer ce qu'on appelait le syndicat, la fédération syndicale des chefs traditionnels. Tout ça, c'était pour essayer de voir dans quelle mesure il fallait travailler pour que la chefferie puisse trouver sa place et puis apporter le développement, en tout cas aux pays africains. C'est pourquoi nous pensons que lorsqu'un problème est posé, et Dieu nous a donné l'intelligence nécessaire, il ne faut pas attendre que les choses se bloquent avant de chercher des solutions. Nous sommes en temps de paix, nous sommes dans une situation de quiétude, on peut de manière très apaisée, de manière très consensuelle, débattre. Et de ces débats-là, la lumière va jaillir et nous allons en tout cas apporter quelque chose de positif à notre pays. C'est ça qui est important pour nous. Donc quand nous parlons de la chefferie coutumière, l'un de nous dit de répartir à l'époque des royaumes, l'un de nous dit de défendre un chef en particulier. Non, nous défendons l'institution parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et si nous écartons, si nous écrasons cette partie-là, c'est que c'est une grande partie de notre tradition qui va en partir. C'est pour cette raison nous trouvons que nous sommes dans une république. Il faudrait que cette institution qui a été importante depuis le passé et maintenant trouve sa place convenablement. C'est ça qui est important pour nous.
Oui, il faut souligner d'ailleurs que ce fameux sommet à Savalou, au Bénin, ils avaient de la suite dans les idées, ces rois qui se sont retrouvés. L'hôte de ce sommet royal, Tosso Gbagidi XIII, devant quelques 70 personnalités de différents pays africains qui ont répondu à son invitation, avait indiqué, alors que, je cite, « Nous voulons que les rois soient désormais impliqués dans les décisions de l'Union africaine. Nous voulons œuvrer inlassablement pour que les rois aient au moins le poste d'observateur. » Une requête noble, pertinente. Très pertinent, d'autant plus que je me rappelle lorsqu'on avait proposé le Haut Conseil des sages sur la transition, on disait qu'on pouvait les consulter en cas de crise grave qui menace par exemple les fondements de notre institution. Pourquoi on ne crée pas ce Haut Conseil des sages alors finalement? Naturellement, au sein de la commission constitutionnelle, comme je l'ai dit, on n'a pas pu évoluer sur le débat parce que les rois eux-mêmes ont préféré le statu quo. C'est ça. Mais comme on dit souvent que toute crise est une occasion extraordinaire de réforme et de renouveau, espérons que le débat sera encore posé. Et c'est pertinent que vous évoquiez ce débat, qu'on va encore mener ce débat, pas de façon frontale. Pour pouvoir avancer là-dessus au moins. Avancer, et trouver les pistes pour y arriver, pour avoir ce statut, n'est-ce pas? Vous avez évoqué la rencontre qui a eu lieu au Bénin. Il faut rappeler aussi la rencontre du 2 février 2009 où Kadhafi, ayant compris le rôle et la lourdeur de la chefferie traditionnelle, a demandé à être le roi des rois d'Afrique. C'est pas pour rien. Tout à fait. Et mieux, quand le coloniseur arrive, pourquoi le colon s'est appuyé sur les coutumiers pour pouvoir conquérir l'Afrique? Ce n'est pas pour rien. Donc nous avons ces hommes-là avec nous. Moi je pense qu'il faut se départir de ces considérations, j'allais dire, d'un autre âge, pour qu'on réfléchisse. Parce que les chefs de 2021, ce n'est plus les mêmes chefs de 1960. Dans l'air, on a des grands intellectuels de chefs modernes. Non, nous avons des intellectuels, des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des magistrats, des administrateurs de haut vol. Est-ce que ce n'est pas justement tout cela qui change aussi la donne? Mais justement, pourquoi toutes ces sommités-là, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir tirer profit, en tout cas de ces sommités-là, pour développer notre pays. Alors vous avez du boulot quand même, Moumouni Zoungrana. Vous venez d'être porté au tout nouveau secrétariat chargé des relations avec les partis politiques au sein de cette association Racine. Comment voyez-vous votre tâche et comment comptez-vous convaincre les partis politiques? Moi, je pense que c'est une innovation et les autres associations peut-être n'ont pas trouvé le filon. Mais si ce qui nous a mené à créer ce poste, il faut comprendre que rien de grand ne peut se faire dans un pays, dans une république, tant que vous n'impliquez pas, tant que vous ne faites pas un clin d'œil aux politiques. Vous avez trouvé des bonnes idées, tant que vous n'avez pas, vous ne faites pas, il n'y a pas de passerelle entre vous et les hommes politiques, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour cette raison, nous voulons qu'on échange. Au lieu qu'on se regarde comme si nous étions des adversaires, il faudrait que on fasse l'éducation. Donc ne pas se regarder en chien de faïence. Alors une association de rois, d'enseignants, chercheurs, de sommités, de la recherche, qui crée un poste de secrétariat chargé des relations avec les partis politiques, vous dites chiche? Oui, de mon point de vue, c'est pertinent. Parce que même les partis politiques ont des secrétaires chargés des relations avec les OSC. Exactement. Donc, de mon point de vue, une OSC qui a des relations avec les partis politiques, il faut créer un cadre, bien sûr, d'échange pour pouvoir harmoniser les vues. Mais c'est important de préciser que je salue le fait que même ici au Burkina Faso, on avait déjà l'Observatoire national des faits religieux. Tout à fait, l'ONAFAR. L'ONAFAR qui a, en 2020, au chef de ma part, a ouvert la brèche pour permettre aux chefs coutumiers de siéger. Parce qu'il n'y était pas. Donc ça a été une erreur qu'on a corrigée à ce moment-là. On a corrigé. Donc, un peu, on reconnaît un peu, on essaie de redorer le ballon des chefs coutumiers. Je dirais même que, vous savez que le colon même a mieux fait même que nos politiques actuellement. J'ai lu dans Un remalheur de l'Afrique d'Edouard Ouedraogo, le doyen de l'Observatoire Palara, qu'en 1947, le Moro Naba avait 500 000 francs CFA par an. Oui. Voilà, en contrepartie de l'impôt de capitation qu'il percevait. Et les autres chefs avaient tous 100 000 francs par an. Mais en 1947, 500 000 francs CFA. C'est une grosse fortune. Mais c'est une fortune. De ce point de vue, il ne faut pas laisser autant pour moi les chefs traditionnels comme ça. Il faut tenir compte d'eux et donner la place qu'elle a leur, une place honorable au sein de la République. Il faut leur donner une place honorable. Donc vous êtes comblé. Non, cette place va se mériter parce que nous partons du principe que lorsque deux forces s'affrontent, effectivement, une force peut prendre le dessus. Mais ce qu'on conquiert par la force, on ne peut pas préserver ça. On va perdre ça. C'est pour cette raison, moi, je pense qu'il faudrait qu'on
qu'on parle, il faudrait qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on trouve quelque chose de tangible pour que nos enfants, parce que ça fait depuis 1953 qu'on en parle. Oui. Et si le problème est récurrent, c'est que c'est un fait. Et moi je pense que de manière lucide, et débarrasser de toute considération colonialiste ou bien tous ceux-là qui ont eu des idées communistes, des rouges vifs qui ont pensé qu'il faut écraser tout ce qui existe en Afrique. Non, il faudrait que désormais on pose la balle à terre, qu'on refuse avec beaucoup de profondeur, beaucoup de sérénité, mais pour tracer des voies nouvelles pour notre pays, pour qu'on puisse se développer. Parce que nous partons du principe que le développement doit rester endogène. Et on ne peut pas se développer en dehors de sa culture. Ça, c'est très important. Et si ce sont ces personnes-là qui sont les garants de la tradition et de notre culture, il faudrait qu'on fasse leur promotion. Imaginez dans un chef traditionnel au village, par exemple, si en tout cas on avait fait quelque chose pour eux, il y a beaucoup de dossiers qui n'allaient pas venir au niveau de la justice. Et notre justice moderne est comment? Oui, on dit le droit, mais on ne se pardonne pas. Ah oui, c'est vrai ça. On dit le droit, mais on ne se pardonne pas. C'est ça le problème un peu de la justice contentieuse. La justice contentieuse, on tranche pour une partie a raison, mais naturellement, une partie est condamnée au tort. C'est très important ce qu'il a dit. Au Ghana, par exemple, vous savez que tout ce qui concerne les conflits fonciers et civils relève la compétence des chefs traditionnels. C'est quand maintenant il y a échec au niveau de cette médiation et arbitrage qu'on se réfère maintenant à la justice étatique. C'est important. À la justice contentieuse. Où forcément quelqu'un doit tomber. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Or, malheureusement, c'est une justice toujours au goût amer. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Et puis, si on trouve un statut honorable au chef traditionnel, c'est important de savoir que souvent, les conflits de chefferie même sont dus souvent aux politiciens. À chaque parti politique ou à chef politique, c'est tête couronnée. Oui, c'est ça. Et naturellement, c'est à qui montera le plus de têtes couronnées. Regardez bien les assemblées générales. Autant pour moi, des partis politiques ou des réunions, vous voyez toujours des têtes couronnées qui sont assis. Tout simplement parce qu'ils sont courtisés par les hommes politiques. Mais s'ils ont un statut neutre, maintenant, sur le terrain, c'est l'homme politique qui va faire l'offre politique le plus alléchant, le plus agréable, qui va ravir la vedette. Ça va aller... Cet aspect, je voulais quand même souligner quelque chose, puisque dans le fond, les chefs ne veulent pas faire de la politique. Ils sont contraints. Et comme les politiques savent que les chefs, là où les chefs se trouvent, les masses se trouvent là-bas, souvent, les têtes couronnées que vous voyez là, souvent, ce n'est même pas des chefs. Des gens ont fabriqué des bonnets pour donner... mais ce que vous dites là est grave quand même. Mais attends, c'est bien clair. On l'a vu ici en 2015, où il y a même eu un procès là. Des gens ont acheté des bonnets. Ils ont acheté des bonnets pour donner à des citoyens lambda. Des faux chefs. Voilà, pour qu'ils se présentent, parce qu'on sait que là où il y a ces têtes couronnées, il y a la masse. Donc, mais tout ça, c'est parce qu'on n'a pas légiféré là-dessus pour que ces gens soient spoliés, humiliés, traînés dans la boue. C'est parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. Parce que, bon, c'est quand même notre passé, c'est notre histoire et on doit l'assumer en toute responsabilité. C'est notre passé, c'est notre histoire, on doit l'assumer en toute responsabilité, vivement que les concertations se mènent et que toutes les forces s'enrichissent mutuellement pour arriver à un statut digne du Burkina, digne des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, digne aussi des acteurs politiques, digne des acteurs de la société civile, digne des juridictions, digne de notre société, pour faire évoluer cette situation. Mesdames, Messieurs, le temps qui m'a été imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Elle s'achève donc. C'est Périscope 141 qui recevait pour vous Moumouni Zungrana. Il est maître de conférences en tradition orale, mais secrétaire chargé des relations avec les partis politiques de l'association Racine. Tout nouveau poste qui vient d'être créé. Et donc, on va le suivre à l'œuvre, on va le voir à l'œuvre pour voir comment cette passerelle s'établit entre l'association et les partis politiques. En tout cas, merci pour vos éclairages et on reviendra vers vous pour poursuivre la discussion et la réflexion. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Wilfried Zumdi, juriste, analyste politique, ancien député, ancien membre, pas ancien, mais membre de la Commission constitutionnelle de la 5e République. On la sort quand finalement, cette constitution? Naturellement, il y a toujours des retouches à faire. Il y a des retouches à faire et on attend. Contexte, et on attend, il y a du contexte, il y a des difficultés. En tout cas, merci Wilfried Zumdi pour vos éclairages. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a assisté. Merci également à vous toutes et à vous tous qui m'honorez de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Mais prenons toujours soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope
même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.